Bonjour. Alors, bon matin, bon après-midi, bonne soirée, dépendant sur quel continent vous êtes. Je suis Margie Mendel, directeur de l'Institut Carl Polanyi à l'Université Concordia. C'est avec immense plaisir, je vous accueille au webinaire Démocratiser le travail, une conversation sur les leçons pandémie. Nos deux webinaires, aujourd'hui en français et demain en anglais, ont été organisés conjointement par l'Institut Polanyi, le Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le travail, le CRIMT, et l'Axe Industrie 4.0, Travail et Emploi de l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle de l'Observatoire international, oh, excuse-moi, je l'ai déjà dit, sur l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de IA et de numérique. Isabelle Ferreras, Julie Battilani et Dominique Méda, accompagnés par plusieurs autres chercheurs, ont lancé un manifeste de travail au mois de mai, signé par plus que 5000 chercheurs à travers le monde, publié dans 43 journaux et traduit langue. C'était une grande mobilisation internationale autour des objectifs de démocratiser, démarchandiser et dépolluer le milieu de travail. L'objectif de nos deux webinaires est d'animer un dialogue entre les auteurs du manifeste et les représentants du mouvement de travailleurs et travailleuses et de la société civile ici au Québec et ailleurs au monde. Nous remercions chaleureusement Isabelle Ferreras de l'Université catholique de Louvain, Dominique Méda, Université de Paris-Dauphine et Adèle Blackett, Université McGill, auteure et collaboratrice du manifeste, d'avoir accepté notre invitation d'entrer en conversation avec nos invités, Neil Ataougoul, de Travailleurs Unis de l'Alimentation et du Commerce Canada, Pierre-Antoine Harvey de Centrale des syndicats du Québec, José Lamoureux de Confédération des syndicats nationaux et Jonathan Vallée-Payette de Fédération de travailleurs et travailleuses du Québec. Vous pouvez trouver plus de détails biographiques sur chacun et chacune des intervenantes dans l'annonce qu'on a diffusée pour annoncer le webinaire. J'aimerais aussi vous annoncer la publication du livre, le manifeste Travail, démocratiser, démarchandiser, dépolluer, sous la direction d'Isabelle Ferreras, Julie Battilana et Dominique Méda, publié par les éditions Seuil et qui sera disponible au Québec sous peu. Aussi, j'aimerais souligner le travail et soutien colossal, inestimable de Audrey Fortier, Nicolas Roby du CRIMT et Anna Gomez de l'Institut Polanyi sur toute la préparation logistique et technologique de ces deux événements. Donc, avant de céder les paroles à mon collègue et collaborateur Gregor Murray, qui est directeur du CRIMT et qui va animer la discussion qui suit, il y a quelques consignes. S'il vous plaît, gardez vos microphones éteints pendant tout l'événement. Vous pouvez également fermer vos vidéos si vous préférez ne pas être visible. Finalement, on aura une période d'échange avec tous les participants. On vous invite de soumettre vos questions ou commentaires par écrit directement dans le chat. On va les transmettre aux intervenants. Je vous souhaite tous et toutes un excellent webinaire et Gregor, je te passe les paroles maintenant. Merci. Merci Margie et à te remercier également pour nos amis français. On est au Québec, alors on se tutoie la plupart du temps. Alors ce sera le cas encore ici. Je tiens aussi un autre aspect technique qui est relié aux caméras. Nous enregistrons nos échanges ici aujourd'hui pour que d'autres puissent y participer par la suite. Alors, nos panélistes, nos intervenants sont en accord pour ça, mais si vous ne voulez pas que votre image paraisse, fermez votre caméra et ce sera ainsi. D'accord? Alors, moi, je suis extrêmement joyeux d'accueillir Adèle
Dominique et Isabelle ce matin, trois personnes absolument brillantes réunies dans une seule séance et commentées par les gens du mouvement syndical qu'on trouvait important comme dynamique de faire en sorte que nous pourrions avoir un échange avec le monde du travail. On sait que tout le monde est super occupé et encore plus les gens dans les organisations syndicales qui doivent lutter et travailler d'arrache-pied dans le contexte de la pandémie. Alors, leur demander de faire quelque chose comme ceci qui est un peu hors des sentiers habituels, on est doublement en mesure de vous remercier de sacrifier ce temps et de participer à cet échange. Bien sûr, l'objectif, nous croyons que le manifeste et les efforts autour du manifeste sont extrêmement importants et si on n'arrive pas à aller au-delà des milieux intellectuels, où on est toujours prêt à discuter pour rejoindre le monde du travail, mais l'impact sera moindre. Alors, pour nous, c'est une première étape, mais soulignons que Isabelle, Dominique, Adèle et bien d'autres font un travail incroyable pour échanger avec une grande diversité d'intervenants à propos des idées véhiculées dans le manifeste. Alors, on va commencer avec quelques questions brise-glace et je pense que cette question, je devrais la poser à Isabelle et Dominique. Je vous prie d'évoquer le premier moment où vous avez pensé au manifeste. C'était quand? Et ce n'est pas les grandes questions, pourquoi le manifeste, etc. C'est vraiment nous évoquer le moment où vous avez pensé, oui, c'est ça qu'il faut faire. Moi, je veux bien répondre. Et d'abord, je dis bonjour à tout le monde et un immense merci, un merci à Margie, à toute l'équipe du CRIMT, Grégor, Audrey, Francine, Nicolas, et un grand merci, vous nous faites l'honneur, les collègues des institutions syndicales, du mouvement syndical, de discuter avec nous, c'est vraiment très très important pour nous. Alors cette idée, je suis obligée de dire que c'est Isabelle qui l'a eue. C'est Isabelle qui l'a eue. Pendant le confinement, elle voulait faire quelque chose et elle nous a proposé à Julie et à moi d'écrire un texte, notamment parce qu'on avait toutes commencé à écrire des choses sur l'incroyable, la sidération devant ces rues qui étaient vides et qui étaient occupées par les travailleurs essentiels et les travailleuses essentielles, beaucoup. Et on trouvait ça tout à fait sidérant que d'une certaine façon, on n'en parle pas assez, que ces gens-là n'aient pas de retour, qu'on ne les mette pas au premier plan. Et puis, on regardait leur situation, souvent des femmes avec des petits salaires. Et Isabelle nous a dit, voilà, il faut qu'on fasse un texte. Alors avec Isabelle, moi, ça fait 20 ans que je discute. Et donc, ça fait 20 ans qu'Isabelle me dit, il faut qu'on fasse quelque chose et puis qu'on tienne ensemble nos différentes réflexions, le travail, la reconversion écologique, tout ça. Et c'est elle qui a lancé un premier draft, un premier jet de texte qu'on a validé, repris avec Julie. Et puis après, on a été chercher des collègues, principalement femmes. Je crois qu'on tient beaucoup à cette idée-là. On est 12 femmes. Et pour nous, ça veut dire quelque chose. Mais je laisse peut-être la parole à Isabelle pour en dire plus là-dessus. Et oui, Isabelle, c'est parce que c'était une autre question. Alors là, on a la séquence de contact avec Dominique, mais qu'est-ce qui est allé en amont pour dire oui, on manifeste maintenant? Et puis, pourquoi les femmes devant le clavier, on peut bien comprendre, et c'est certainement quelque chose qu'on appuie fortement, mais d'où est venue cette idée de l'associer à la création du manifeste? Donc, bonjour aussi à tous, bon matin, bon après-midi, bonne soirée, bonne nuit. Aussi très heureuse d'être avec vous. Merci d'avoir organisé ce moment autour du manifeste travail. Premièrement, peut-être dire qu'en fait, on n'avait pas conscience qu'on était en train d'écrire un manifeste. Parce qu'en fait, ce qu'on a fait, c'était écrire un texte, une tribune pour un journal. Et c'était ça le début, effectivement, de cette initiative. Ce texte dont parle Dominique, on n'avait certainement pas l'ambition
qu'il ait autant de rayonnement, d'écho que ce qu'il a eu. Et ce qui nous a vraiment effectivement saisi, c'est de voir que ce texte dans lequel on essayait effectivement de tenir les grands apprentissages, qu'on avait l'impression que parce que travaillant sur le travail depuis un certain nombre d'années, on était peut-être capable d'aider la société à prendre conscience de ces grands enseignements, que le travailleur n'est pas une marchandise, que le travail doit être démocratisé parce que c'est le lieu d'expérience d'une vie qui est aussi une vie de citoyenneté, mais qui n'est pas reconnue comme telle, eh bien que tous ces apprentissages donc, qu'on pouvait peut-être aider la société à faire, ben, c'était le moment d'essayer de les dire parce qu'on sentait que la société était peut-être plus prête à écouter, parce qu'on est dans cette crise. Et c'est vrai qu'au début du confinement, Dominique et moi, on a été interrogés sur la même émission par la radio publique belge, par un journaliste, Pascal Claude, qui nous a toutes les deux invités sans nous coordonner. Et on s'est retrouvés sur cette émission et on s'est vraiment dit, on doit jouer notre rôle. Et c'était plus un rôle de c'est ce qu'on appelle souvent à l'université le service à la société, de dire, bon, vous avez des savoirs dans les universités, il faut que vous vous donniez les moyens de vous rendre compréhensible par la société. Parce qu'effectivement, il n'y a rien de nouveau qu'on a écrit dans ce texte. Ce sont en fait des très vieilles idées, d'ailleurs, et c'est ce que le texte devenant alors un manifeste, pourquoi? Parce qu'il y a tellement de chercheurs qui l'ont signé. Et qu'en l'espace de 2 semaines, parce que nous avons écrit le texte alors à 3, effectivement, avec Julie, Dominique et moi-même, et on l'a transmis au journal Le Monde où on avait le même contact avec le même journaliste. Et ce journaliste, Antoine Reverchon, pour ne pas le nommer, nous a dit « Ok, je vais vous prendre, mais je ne peux pas vous publier là tout de suite. » Nous, on l'avait pensé pour le 1er mai, la fête du travail. Et il nous a donné 2 semaines d'attente parce qu'il a dit « Je publierai le 16 ». Et le 16, il y avait un dossier spécial du Monde sur le monde d'après. Et ça, ces 2 semaines-là, c'est vrai qu'on les a bien mises à profit parce qu'alors on a commencé à faire circuler ce texte qui n'était pas un manifeste, mais qui était ce texte de grands enseignements que nous pensions devoir mettre en avant et où, en fait, la communauté scientifique a validé ces principes avec nous. Et nous, c'était une manière pour nous de vérifier qu'on ne disait pas que des bêtises, que c'était effectivement sérieux ce qu'on racontait là, et d'avoir toute cette communauté scientifique dans le monde entier, parce que finalement, donc, sur les 2 semaines de temps, le texte avait été signé pour le 16 mai, le jour de la signature, par plus de 3000 chercheurs et chercheuses, entre autres beaucoup de Canadiens et de Canadiennes, beaucoup de chercheurs et de chercheuses du réseau CRIMT, évidemment. On s'est rendu compte combien ces 3 principes étaient des principes universels, qui demandent des traductions qui sont chaque fois particulières dans les sociétés, mais des principes universels qui font sens au-delà de 650 universités sur les 5 continents qui avaient, le jour de la parution, signé le texte. Merci, Isabelle. Ça donne un arrière-plan et je veux juste tourner à Adèle pour qu'elle parle au départ et je vais demander à Adèle son premier contact avec le manifeste et qu'est-ce que le manifeste lui a dit. Et donc, micro, Adèle. Oui, c'est fait. À mon tour de vous remercier tous et toutes pour cette belle événement. Et l'événement, l'occasion de parler sérieusement de cette initiative prise par mes collègues Isabelle, Dominique et Julie. Donc, j'ai pris contact quand Isabelle m'a écrit et m'a envoyé le texte du manifeste qui circulait donc en ce moment-là. Et c'est un manifeste qui résonnait. L'importance dans ce moment de confinement où justement on prenait conscience des personnes dites essentielles dans ce contexte, hein, une visibilité qui ne se traduisait pas par une réelle visibilité de leurs besoins, de leurs des exigences qu'on leur faisait. On parlait de leur sacrifice quand on parlait de ça, on parlait de leur don de soi, mais
dans un langage ange gardien qui laissait comprendre que c'était à eux de prendre soin de nous. Et le manifeste captait cette nouvelle visibilité, mais aussi le paradoxe dans cette acceptation de leur présence et une manque réel de reconnaissance et de redistribution par la démarchandisation de leur travail. Donc, ça résonnait. Ceci dit, et c'était la première échange que j'ai eu avec Isabelle et son équipe, il y avait des non-dits dans ce manifeste. On ne savait pas, on dirait, comment capter ces personnes, au-delà du fait que bon nombre sont des femmes, d'accord, mais quelles femmes? Est-ce qu'on nommait le fait qu'il y avait une énorme déproportion de personnes racisées qui portaient dans leur corps cette expectative de société que ces personnes sont là pour servir la population majoritaire? Est-ce que leur petit salaire implique une reconstitution de cette subordination de ces personnes? Et donc, le premier contact que j'avais avec Isabelle, c'était de dire qu'il faut dire plus, que je suis solidaire avec cette initiative qui arrive exactement au bon moment et qui résonne de façon extrêmement importante, mais qu'il faut faire plus. Et je pense que ça a suscité donc une discussion parmi les auteurs. Et ce qui m'a touchée, c'est qu'il y avait un retour. Je n'ai pas conditionné ma signature à ces modifications-là, mais l'équipe a compris qu'il fallait faire plus. Et on le voit d'ailleurs dans l'initiative d'élargir le groupe à inclure évidemment les personnes du Sud global. Parce que l'universel, ça ne se dit pas, ça se construit. Et ça se construit dans la particularité qu'apporte chacun pour que la déclaration d'universalisme ne devienne pas une hégémonie, mais devient une force, un exemple de solidarité. Donc, je vois l'énorme travail qui a été fait comme justement le genre de travail qui se fait par un mouvement en devenir. Mais merci Adèle. On ressent déjà à travers les propos de nos trois invités cet esprit d'émancipation qui traverse le manifeste. Petit rappel pour les participants, si vous pouvez fermer vos micros et pour ceux qui sont joints à nous, si vous ne voulez pas être enregistré, fermez votre caméra aussi. Nos invités sont d'accord pour l'enregistrement pour que d'autres puissent y participer par la suite. Il faut reculer un petit peu, Dominique Méda, parce qu'on est un peu dans un cercle d'initiés ici, et je vais poser très simplement pour expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas ça, qu'est-ce que c'est que le manifeste? Micro, Dominique. Qu'est-ce que c'est que le manifeste? Donc, alors c'est d'abord, comme Isabelle l'a dit, une tribune signée par 6000 académiques dans le monde entier, pas seulement des académiques d'ailleurs, hein. Et c'est un appel à prendre conscience que les travailleurs ne sont pas traités dans nos différents pays comme ils devraient l'être. Que les travailleurs restent dans une position secondaire, subordonnée, mais au sens fort du terme, qu'ils n'ont pas
le pouvoir qu'ils devraient avoir, qu'ils ne peuvent pas participer à la décision, y compris sur la manière de faire leur propre travail. Donc c'est un appel à prendre conscience de cela et à changer de façon assez révolutionnaire les choses, puisque on verra tout au long de cette conversation. Mais une des idées principales, c'est de donner, de reconnaître la place éminente des travailleuses et des travailleurs au sein de l'entreprise, et plus généralement du monde économique, mais au sein de l'entreprise, et de donner à ces travailleuses et travailleurs la main, le pouvoir sur toutes les décisions que prend l'entreprise, c'est-à-dire de les reconnaître comme une partie constituante, l'autre partie constituante de l'entreprise, qui souvent reste une boîte noire et qui souvent dans la théorie économique n'est jamais ouverte, n'est jamais regardée. Donc là, et nous reprenons une des grandes idées, hein, tout seigneur, tout honneur, développée depuis longtemps par Isabelle, cette idée que nous devons accorder aux investisseurs, aux apporteurs en travail, le même poids dans toutes les décisions qui seront prises par l'entreprise, le même poids qu'aux apporteurs de capitaux. Donc, voilà, j'ai toujours trouvé que c'était une proposition tout à fait révolutionnaire et essentielle et qui pourrait changer évidemment la face du monde. Hein. Alors, si on recule aussi, je pense que Isabelle, tu as déjà bien expliqué pourquoi cette initiative. Je ne sais pas si tu veux ajouter autre chose avant qu'on aborde les arguments clés du manifeste. Peut-être répondre à la question que tu avais posée sur les femmes. Pourquoi est-ce que justement nous avons d'abord contacté nos chercheuses, collègues chercheuses, femmes? Eh bien parce que je pense nous aussi en tant que en fait personnes privilégiées qui étions retirées au moment du confinement dans le confort de nos maisons, on se rendait compte combien c'était les femmes qui étaient en train de payer un lourd tribut dans les fonctions essentielles, les caissières, les infirmières, les livreurs, les livreuses, ainsi de suite. Mais effectivement, on le sait, les femmes ont été en première ligne dans la résilience de nos sociétés. Et aussi dans la vie privée également, dans cette impossibilité pour ceux qui devaient travailler depuis leur domicile d'avoir une frontière claire entre privé et professionnel. Et donc, on avait envie de refléter ça par le fait qu'en tant que femme, on essaye de prendre la parole pour refaire reconnaître le travail des travailleurs et des travailleuses et veiller à cette dimension-là sans en faire non plus un combat contre, mais un combat pour, et Adèle l'a très bien dit, je pense que l'universalité, c'est effectivement pas de se cacher derrière une des dimensions, ici le masculin, le travailleur, et on sait comment le français est absolument biaisé en faveur du genre masculin, et qu'il nous fallait pouvoir aussi tenir au féminin, et qu'en étant un ensemble de femmes, on allait sans doute être plus capable de le faire. Merci Isabelle, et on arrive maintenant à dire quels sont les arguments clés du manifeste. Et dans vos propres mots, et en reprenant ce que vous avez écrit au mois de mai et ce que vous avez écrit depuis, si vous avez à identifier ces filons, et je vois le manifeste travail, démocratiser, démarchandiser, dépolluer. Alors, peut-être à poser la question d'abord, en quoi ces trois filons, mais peut-être je pose la question d'abord à Isabelle, cette primauté qu'on veut attribuer à la démocratisation de l'entreprise. Donc, effectivement, le premier principe qu'on pose, c'est l'idée qu'il n'y a plus aucune raison, plus aucune justification de ne pas reconnaître aux travailleurs et aux travailleuses la qualité de citoyens, de citoyennes dans le travail, ce qui veut dire d'avoir la possibilité de valider les décisions qui vont s'appliquer à eux et qui vont devoir mettre en œuvre. Et cela nous fait rentrer dans une perspective de démocratisation de l'entreprise. Et le principe que nous affirmons, c'est que les travailleurs devraient pouvoir collectivement avoir le droit de valider ou de ne pas valider les décisions de l'entreprise, c'est-à-dire
qui est le CEO, quelle est la stratégie de l'entreprise, qu'est-ce qu'on va développer comme produit ou comme service et qu'est-ce qu'on va faire des fruits de l'entreprise commune, c'est-à-dire des profits. Et pour cela, ça demande d'aller au-delà des mécanismes qui sont déjà connus dans le monde capitaliste, et le plus avancé des systèmes, c'est le système allemand de la codétermination, pour avancer vers un droit de veto collectif des travailleurs, ce que j'ai appelé donc le principe bicaméral, qui permettra aux travailleurs de pouvoir se positionner, comme le disait Dominique, aussi bien que les membres d'un conseil d'administration à la majorité pour valider les décisions de l'entreprise. Ça, c'est le premier principe, démocratiser les organisations. Évidemment, les coopératives peuvent faire ça très, très bien, mais on sait combien aujourd'hui les coopératives, ça reste une niche dans une économie capitaliste, et c'est une perspective donc que nous invitons à développer. Oui, et justement, demain, dans l'échange en anglais, nous aurons une personne de Esteban Kelly, qui est directeur exécutif du US Cooperative Movement, qui participera à l'échange. Isabelle, c'est pas pour faire une pause publicitaire, mais si les gens voulaient connaître davantage vos idées sur le bicaméralisme, où faut-il tourner? D'abord, il faut donc se procurer ce livre, Okay. le manifeste de travail, dans lequel il y a plusieurs chapitres, donc nous sommes 12, et il y a plusieurs chapitres, dont celui de le mien, bien sûr, évidemment, mais il y a Sarah Lafuente qui discute de cela, il y a Hélène Landemort qui discute de la démocratisation de l'entreprise. Donc le livre est maintenant disponible, juste maintenant, depuis hier, je pense, au Québec. Et sinon, effectivement, il y a mes travaux, mon dernier livre qui s'appelle Firms as Political Entities, qui a été publié chez Cambridge et qui va en détail dans la proposition. Bon, d'accord, merci pour celles et ceux qui s'y intéressent. On aborde maintenant le deuxième thème, Adèle, et ça, c'est la démarchandisation. Alors, pourquoi ce thème? Qu'est-ce que cela veut dire? Et pourquoi est-il si important? Donc, merci. Et une des raisons pour lesquelles ce thème que je vais expliquer est si important, c'est que il faut reconnaître que beaucoup des personnes qui travaillent dans les services essentiels ne sont pas dans les grandes entreprises qui auront la possibilité de bénéficier immédiatement de ces mécanismes qui visent les entreprises. La démocratisation de la structure des entreprises par un bicaméralisme si bien théorisé par ma collègue Isabelle. 1. 2. Beaucoup de ces personnes n'ont même pas la citoyenneté ou le droit de résidence permanent dans les pays où ils œuvrent. Et il faut tout simplement ne pas se permettre d'avoir une discussion de la démocratisation au travail sans reconnaître cet élément qui manque dans la démocratisation plus large. Et ça, c'est des réflexions à approfondir. La décommodification, à mon avis, permet d'approfondir ces questions, de se demander très sérieusement qu'est-ce que ça implique de pouvoir travailler en dignité. Et donc, au moment de cette pandémie, et donc là, dans un contexte éminemment polanien, il y a une considération de qu'est-ce qu'il faut faire pour médier le social dans un contexte économique pour éviter. Dans la pandémie, nous avons entendu donc des cris pour augmenter le salaire minimum de ces personnes, offrir certains bonus, évidemment. Mais il y a des questions beaucoup plus profondes qui sont adressées dans ce contexte, et ça attire l'attention sur la gravité de l'inégalité entre les travailleurs et les dirigeants de société. L'écart d'inégalité de société tel que théorisé par plusieurs Piketty en premier plan, mais
aussi plusieurs qui approfondissent la théorisation de cette inégalité entre pays aussi. Et donc, de réfléchir sérieusement à cette dimension d'inégalité de revenus et quoi faire. Et ce que cette emphase sur la décommodification fait ressortir, et je pense que c'est spécialement fort dans le travail et le chapitre de l'économiste Pavlina Tcherneva dans le manifeste, c'est qu'un travailleur devrait pouvoir dire non à un travail qui ne respecte pas leur dignité, qui ne confère pas cette décence. Et pour Tcherneva, pour ce faire, il faut que ces personnes aient d'autres possibilités, on le sait tous. Le droit de dire non et de ne pas pouvoir se nourrir comme il faut, de payer son loyer. Et ce n'est pas théorique en ce moment, hein, c'est bien réel. Les gens n'arrivent pas à payer leur loyer. Ne pas pouvoir avoir un travail décent, ça veut dire qu'on ne peut pas dire non. Et là, on tombe dans la subordination, dans la servitude. Donc, pour Tcherneva, c'est de garantir un emploi. Et c'est une notion bien développée dans son livre que je vais montrer. Voilà. C'est le titre du livre, c'est en anglais, The Case for a Job Guarantee, Pavlina R. Tcherneva, Polity Press, 2020. Évidemment, il y a beaucoup d'autres travail autour de notions qu'on retrouve dans l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais qui confère justement à ce principe du droit à l'emploi aussi un certain nombre d'exigences absolument incontournables pour caractériser le travail en dignité. Et ça inclut évidemment une égalité de rémunération, bien sûr, homme-femme, mais plus profondément une égalité de rémunération, une rémunération sans discrimination sur les bases qu'on connaît. Une protection contre l'emploi. Et nous l'avons vu dans le contexte québécois-canadien, c'est sûr, avec les prestations nécessaires à des personnes qui perdaient l'emploi et qui n'étaient pas forcément dans un rapport d'emploi classique. Et un certain nombre d'autres conditions liées à l'article 23 de la Déclaration universelle qui pourraient favoriser toute une gamme de mesures, y compris des mesures de revenus garantis. Mais ce qui est affirmé dans le manifeste, dans la démarchandisation, c'est l'importance du travail et la possibilité pour les États de prendre des choix affirmatifs pour valoriser le travail décent. Et donc, c'est une décommodification enracinée dans l'essentiel appartenance du travailleur à la société. Mais merci Adèle, et j'allais poser une question, mais vous avez déjà commencé à dresser un portrait de quelques-uns des aspects clés de cette démarchandisation avec un salaire minimum décent, le droit de refus, l'accès à des alternatives pour limiter la subordination. Est-ce que s'agit-il d'une ironie du sort que la pandémie a fait avancer la démarchandisation du travail, ou ça c'est une lecture trop optimiste et il faut tellement plus de travail afin que ce soit prêt et il n'y a pas de retour à la marchandisation galopante?
Donc, merci pour cette question. C'est vraiment la question. J'avoue que j'étais plus optimiste au début de pandémie. Je le suis actuellement. Je pense qu'on vit un moment, soyons clairs, où on fait tout pour ne pas arrêter la production, la consommation. Comme on l'a fait, on a pris une décision en mars, et évidemment par précaution, mais qui valorisait en prenant la santé de l'être humain. Et là, ça a mené à une grande réflexion. Maintenant, évidemment, il y a différents choix de politique publique qui sortent dans ce moment, et ça exige un certain équilibre, mais il y a un réel risque qu'on va faire primer tellement une vision particulière de la production, de l'économie, que ces réflexions sur les besoins des travailleurs comme êtres humains se perdra. Donc, c'est pas nouveau de dire ça, franchement, que ça exige aux acteurs sociaux, aux mouvements sociaux, et oui, aux académiques engagés, de continuer à faire ressortir les éléments clés qui poussent dans le sens d'une décommodification. Ça ne va pas se faire toute seule. Et c'était là l'importance de ce manifeste, et c'est l'importance de l'accompagner de mouvements qui va vers là où nous devrions arriver, plutôt que de laisser le marché dicter où nous irons. On sait où ça nous amènera. Merci Adèle Plaquette. Jusqu'ici, nous avons discuté de deux des piliers du manifeste, à savoir la démocratisation du travail de l'entreprise et la démarchandisation du travail. Mais Dominique Méda, il y a un troisième pilier qui est la dépollution, le virage écologique, l'avenir de la planète. Pourquoi peut-être il est évident, mais comment ce troisième pilier s'articule avec les deux autres pour faire un tout qui est le manifeste? Merci Grégor. Ça faisait longtemps qu'avec Isabelle, en effet, on se disait qu'il faudrait montrer cette possible articulation. Cette crise sanitaire, elle a été véritablement, je trouve, un coup de semonce, un coup de semonce qui a braqué le projecteur à la fois sur la vulnérabilité de nos sociétés et sur l'impréparation de nos sociétés. C'est absolument incroyable la façon dont dont nos gouvernements et nous aussi, on a été débordés complètement. Et évidemment, ça nous donne à penser parce que on voit bien avec cette expérience-là que nous vivons ce que pourrait être ce qu'on nous annonce des crises qui accompagneront la grande crise écologique dans laquelle on est déjà rentré. Mais on sait très bien que ces cataclysmes, les tempêtes, les cyclones, la sécheresse, le manque d'eau, tout ça, ça va mettre nos sociétés sous une pression épouvantable. Et si nous ne parvenons pas à nous battre correctement contre ce virus, qu'en sera-t-il lorsque tous ces cataclysmes nous tomberont sur la tête? Donc, on voit bien là que avec la crise sanitaire, nos capacités de production, elles n'ont pas été atteintes. C'est-à-dire on a moins travaillé, on a travaillé différemment, mais on a pu continuer à produire. Nos grands réseaux de télécommunications, d'énergie n'ont pas été détruits, alors qu'ils le seraient. Ou qu'ils le seront malheureusement avec la crise écologique. Donc il est évident que, et ça nous le savons depuis des années, que nos sociétés doivent s'engager dans ce que moi j'appelle la reconversion écologique. Je parle de reconversion écologique parce que je veux attirer l'attention à la fois sur la conversion des esprits qui doit se mettre en place, c'est-à-dire ce que je veux dire, et je ne rentrerai pas dans les détails, mais
trier dans ce que la modernité nous a apporté. Cette idée qu'il y aurait un humain face à la nature qui devrait transformer la nature, presque l'humaniser, la spiritualiser, faire disparaître toute trace de naturel finalement. Voilà, je pense qu'il y a une conversion à faire à la fois de nos représentations, presque je dirais de notre cosmologie, hein, la manière dont on se représente l'humain dans le monde et dans la nature, de tous nos cadres cognitifs, des instruments qu'on utilise, le PIB, la croissance, le fétichisme de la croissance, toutes ces choses-là, nous devons opérer une bifurcation radicale. Et si j'emploie ce terme de reconversion, c'est aussi pour faire signe vers un autre terme qui est la reconversion industrielle, la reconversion professionnelle que nous allons devoir engager parce que, on l'a déjà dit dans cette conversation, on va devoir complètement rebâtir, reconstruire notre économie sur d'autres bases et donc ça va entraîner de gigantesques mouvements d'emploi et ces mouvements d'emploi, on doit les anticiper, les accompagner. Hein, c'est tout ce que la Confédération syndicale internationale soutient depuis assez longtemps lorsqu'elle parle de transition juste, c'est-à-dire que ces vastes mouvements de main-d'œuvre, ils ne doivent pas se faire au détriment des travailleurs. Or, c'est en général ce qui se passe. Hein. Quand on regarde ce qui s'est passé en Europe avec les restructurations du textile ou de la sidérurgie, c'est toujours sur le dos des salariés que ça s'est passé, c'est-à-dire on les a mis soit en pré-retraite, soit au chômage. Donc là, ça ne peut pas se passer comme ça. Et voilà pourquoi cette question, elle s'inscrit pleinement dans notre manifeste, parce que ce que nous prônons, évidemment, c'est que ce sont les travailleuses et travailleurs eux-mêmes qui doivent faire ce mouvement, qui doivent s'impliquer et qui doivent mener ce processus. Il ne s'agit pas que ce soit un processus mené par des experts, mené encore pire par la finance. Non, il faut que les travailleurs eux-mêmes soient impliqués parce que ça va être un processus délicat, peut-être douloureux. Et c'est vraiment les mieux placés pour le faire et pour envisager ces reconversions, ces anticipations et ces nouveaux emplois qu'on doit créer. Et moi, je suis convaincue qu'à la fois ce processus de reconversion écologique, il créera des emplois, il créera beaucoup d'emplois, mais qu'on peut aussi améliorer la qualité de l'emploi et l'organisation du travail, à la fois du point de vue mondial, c'est-à-dire mettre fin à ces grandes chaînes de valeur invraisemblables, relocaliser des productions, et si on est très malin, et c'est pour ça que ça s'inscrit pleinement dans ce manifeste, si on est très malin, cette reconversion écologique, elle doit nous permettre aussi de repenser de manière micro l'organisation du travail en donnant plus de poids et plus de prise sur la décision quotidienne aux travailleuses et aux travailleurs. On n'aurait pas pu demander une meilleure invitation à nos représentantes syndicales pour partager leurs réactions au manifeste. Et ça, on va le faire et on leur a donné une tâche très ingrate, n'est-ce pas? Parce qu'on leur donne 5-6 minutes pour réagir à tout ce qui vient d'être dit et on a surtout demandé de le faire à la lumière de leur propre expérience au quotidien, l'expérience pendant la pandémie de leurs organisations, ainsi de suite. Et avant de demander la réaction principale, Neil Attagul, qui est des travailleuses et travailleurs unis de l'alimentation et du commerce, peut-être juste à nous expliquer votre travail au quotidien, parce que j'ai un peu l'impression que si les autres sont à l'intérieur des centrales, vous êtes en quelque sorte sur les lignes de front, Neil. Et votre micro, c'est une question brise-glace. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Parfait. Alors, je suis vraiment très, très honorée par cette invitation, puis je trouve ça très intéressant, puis c'est vrai que c'est une tâche très ingrate, Gregor. J'ai tellement d'idées qui bousculent en même temps, puis j'avais bien lu le document avant, je trouve ça vraiment génial. Le travail que je fais, moi, en ce moment, et que je fais depuis, je dirais à peu près une douzaine d'années maintenant, c'est surtout faire du recrutement, donc de la syndicalisation des travailleurs sur le terrain. Dans le secteur public, avec mon cher collègue Pierre-Antoine à la CSQ auparavant, mais dernièrement au TUAC, depuis les 2 dernières années dans le secteur privé. Et les TUAC représentent
surtout des travailleurs dans l'industrie de la nourriture, les épiceries, des transferts de produits, etc., donc à tous les niveaux, et d'autres milieux du secteur privé, comme l'hôtellerie, etc., qui ont été durement touchés pendant la pandémie. Et donc, le travail que je fais, c'est surtout recruter, donc syndiquer les gens, travailler dans un contexte de toutes les... Vous savez, il y a eu des primes, des choses comme ça, donc toutes ces discussions-là. Et voilà, je ne sais pas, Gregor, est-ce que tu veux que je réagisse tout de suite ou... Ben, je vais simplement ouvrir la question et l'expliquer à tout le monde, mais exactement, alors à prendre quelques respirations profondes et puis en pour aller de l'avant. Si je peux rappeler à tout le monde que suite à ces échanges, nous allons ouvrir des échanges et des commentaires qui vont se faire par le chat. Alors, je ne voulais pas le souligner trop tôt pour avoir une avalanche de questions avant d'entendre tout le monde. Mais après, si on peut construire à partir de ça, bien sûr, Adèle, Isabelle, Dominique aussi, on va faire appel à vous pour répondre aux commentaires de nos amis syndicalistes en réaction manifeste. Alors, comme on dit, over to you, Neil. Comment vous réagissez? Et comme je dis, c'est un peu ingrat parce qu'on dit 5 minutes, 6 minutes, et puis alors quelques idées en vrac, en réaction au manifeste, du terrain. Oui, ben en fait, la première chose que je peux vous dire, ma première réaction, c'est, ben, je veux dire, sur le terrain, dans le day-to-day, en ce moment, juste hier, j'ai fait des démarches pour essayer de convaincre des travailleurs dans une épicerie de continuer à syndiquer, à signer des cartes pour être syndiqués, parce que l'employeur a fait le tour pour leur dire, écoutez, vous êtes des travailleurs immigrants ou en phase d'obtenir votre reconnaissance pour travailler ici. Et si vous signez la carte de syndicat, ben, vous n'aurez probablement pas accès à ce droit-là. Ça va affecter votre dossier d'immigration. Ça, c'est arrivé hier. Donc, on est dans les recours, etc. Donc, sur le terrain, les discours dominants et on a énormément de difficultés à essayer d'embarquer les gens déjà avec... on s'entend au Québec, on a des lois qui sont quand même assez bien, qui favorisent la syndicalisation, qui favorisent le regroupement des travailleurs et qui nous permettent de mettre tout ce qui a été proposé ici à l'œuvre de manière plus aisément, si j'ose dire ça comme ça, avec tout respect. Donc, dans cette logique-là, c'est sûr que ma réaction a été, c'est génial, mais c'est très difficile d'arriver à faire ça dans le day-to-day parce qu'on est encore dans les discours classiques anti-syndicaux, dans des démarches et des stratégies qui sont organisées. Juste la semaine dernière, j'ai donné une conférence pour démontrer un peu comment il y a des pratiques antisyndicales qui sont mises sur pied et qui s'organisent depuis des années. Et on est en train de voir un peu ce discours-là gagner de plus en plus de terrain. Moi, je peux dire que en termes de réaction, une des raisons pour lesquelles j'ai rejoint les TUAC, les TUAC représentent des travailleurs au-delà de 1,3 million de travailleurs à travers les États-Unis et le Canada. Et je vous dirais que c'est une organisation qui reconnaît la précarité du travail, qui reconnaît la nécessité de continuellement trouver des façons d'innover et qui était dans le virage électronique, des démarches alternatives, la démocratie participative fait autrement, etc., bien avant la pandémie. Et donc, c'est pour ça qu'on a été capable de se réajuster quand même assez rapidement. On a été à la source des discussions par rapport aux fameux primes de $2 qui a été appliquées aux États-Unis et au Canada. Et que Mark Perone, le président de UFCW International, a été attaqué par les républicains pendant les élections américaines. Donc, puis ce que je veux vous dire, c'est que c'est sûr que l'idée de, quand on parle, je vais juste regarder mes notes, quand on parle de démocratiser, ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites, c'est que moi, personnellement,
dans le travail que je fais sur le terrain pour regrouper des gens, puis par la suite, commencer à faire des négociations autrement et trouver des façons de faire évoluer les conventions collectives pour que cette participation-là des personnes à la structure de l'entreprise soit là, ben, ça me donne un peu un cadre. J'aime bien l'idée qu'il y a des gens qui ont pris le temps de réfléchir aux éléments, à un certain idéal, et que moi, je puisse essayer de voir comment je peux, sur le terrain, incorporer ça. Je vais vous donner des exemples. Je ne sais pas si vous le savez, mais on a fait un dépôt pour représenter les travailleurs de Uber. OK? Donc, ça, c'est une démarche qui est légale, dans le sens que on ne sont pas syndiqués demain. On s'est lancé dans une démarche de reconnaissance du travail, de challenger les définitions dans les lois, etc., pour être capable de les sortir trouver une façon de donner des droits à ces gens-là qui sont là. Pareil avec les travailleurs migrants. On a été capable il y a quelque chose qui a été fait l'année dernière qui a été assez importante avec les travailleurs migrants, où est-ce qu'il y a ce qu'on appelle le droit de travailler, là je traduis en parlant, mais les travailleurs migrants qui arrivent au pays, en Ontario par exemple, ils peuvent juste travailler pour un employeur spécifique. Il y a tout un cadre puis une démarche qui a été mise sur pied avec la pression qui a été mise par le mouvement syndical, où est-ce que ces gens-là peuvent aller montrer des conditions horribles dans lesquelles ils travaillent et donc, du coup, avoir un permis pour travailler pour d'autres employeurs aussi quand ils viennent au pays. C'est très difficile, c'est bloqué à tous les niveaux, mais il y a quelque chose qui est mis sur pied. Donc, Neil, je vais dire 1 minute pour la dernière idée. Oui. Donc, je pense que ce qui est important dans la réaction que je voulais vous transmettre, c'est que c'est sûr qu'il faut trouver une façon En théorie, c'est excellent. Dans la pratique de tous les jours, c'est un travail de longue haleine. Puis je pense que le mouvement syndical a besoin de leadership qui comprennent ces particularités-là et qui ont le courage d'entreprendre les démarches puis les changements. C'est pas nécessairement toutes les organisations qui sont rendues là, je dirais, mais la réaction que j'ai là, c'est que ce que vous avez produit donne les grandes lignes de certaines choses qui ont été mises en œuvre par certaines organisations, dont la mienne. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il faut trouver une façon d'aller au-delà de ça, puis d'appliquer la pratique à la théorie pour montrer que petit à petit, il y a des gains qui sont possibles. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que ça prend une collaboration internationale. Je suis en train de mettre en œuvre ça, c'est-à-dire que j'ai le privilège de travailler dans une organisation qui est aux États-Unis et au Canada en même temps. Donc, si on est pour organiser des travailleurs dans une entreprise qui œuvre dans les deux pays, bien, on essaie de se coordonner pour être capable de faire ces collaborations-là. Donc, et ça va faire en sorte qu'on va pouvoir faire avancer les demandes de façon coordonnée outre pays et selon les différentes lois et règlements qui existent. J'espère pouvoir bien réagir. Neil Atagoul, merci beaucoup. J'ai bien brisé la glace. la première personne a relevé le défi et je passe tout de suite à Pierre-Antoine Hervé. Pierre-Antoine, je crois qu'on s'est déjà rencontrés. Une vieille histoire d'études entre nous. Pierre-Antoine, pour briser la glace, et on essaie de te voir, on ne te voit pas encore, mais on espère te voir. Du moins que je me trompe, oui, vous passiez votre quotidien à négocier des conventions collectives avec l'État. Et la question que je vous pose, est-ce que vous craignez déjà la revanche des financiers parce que nous sommes en train de financer des déficits en ce moment et ce sera le retour après le vaccin à l'ère néolibérale accentuée en raison des dettes, entre guillemets, accumulées. C'est clair que ça fait partie des craintes qu'on a actuellement.
Déjà, on nous fait sentir, là, en fait, les femmes pour lesquelles je travaille là, œuvrent dans les services publics, majoritairement le secteur d'éducation, santé et services sociaux. Donc, quand on parle de démarchandisation du travail, comme vous le faites dans le manifeste, en fait, pour nous, dans les services publics, on constate que depuis longtemps, le travail est un peu la variable d'ajustement budgétaire. Donc, il y a des contraintes externes sur le budget de l'État. Il y a des choix politiques qui sont faits pour répondre à des orientations idéologiques et ou économiques. Une fois que tout ça est fait, là, ben, avec l'argent qui reste, on détermine les conditions de travail des travailleuses et travailleurs des secteurs publics. Donc, c'est clair que pour nous, on craint qu'on va redevenir dans cette logique-là et qu'on demandera encore une fois aux femmes et aux hommes des services publics là, de faire des sacrifices pour arriver à l'équilibre budgétaire. Et on aura déjà, l'année prochaine, oublié les sacrifices que ces femmes ont fait pendant la pandémie, tant les travailleuses de la santé, les travailleuses de l'éducation. Donc, c'est clair qu'il y a un élément de démarchandisation et je pense que c'est intéressant dans le manifeste de parler qu'il faut extraire de la logique du marché, de la logique économique, la détermination de quels sont les emplois qu'on crée, comment ces emplois-là seront rémunérés, reconnus et dans quelles conditions de travail ils vont s'exercer. Un des éléments, et je pense que c'est sous-jacent à la réflexion, mais un des éléments de la démarchandisation que je trouve important, puis qu'on constate beaucoup là, parmi nos membres, c'est la démarchandisation des objectifs du travail ou du sens du travail. De plus en plus, l'orientation qu'on donne à la production qu'on va faire, tant dans les entreprises que dans le secteur public, ben, c'est une orientation qui est strictement économique, donc rentabilité, production de profit dans le secteur privé et dans le secteur public, ben, en fait, c'est donner le plus de services avec le moins de moyens possible. Et on vient enlever toute réflexion sur le sens du travail, sur la capacité de bien faire son travail. Et ça, là, malgré toutes les appellations d'anges gardiens, de héros du quotidien dans le réseau de la santé, à aucun moment on ne s'est préoccupé du sens du travail. On a donné l'espace aux travailleuses et aux travailleurs de définir quel était leur rôle, comment intervenir dans cette urgence-là. Et là, ça vient toucher à la démocratisation du travail. Bien que, dans le secteur public, 90% des travailleurs sont syndiqués, les organisations syndicales ont une capacité de réaction au dictat, là, parce qu'on est passé dans un mode d'urgence, donc les consignes venaient de très haut et descendaient rapidement sous forme de décret, sous forme de loi. Et donc, il y avait les mouvements syndicaux ont une capacité de réaction. On a contesté, mais on était constamment en réaction, en contestation, puisqu'on ne nous consultait pas dès le départ. À aucun moment. Donc, c'est la preuve qu'il n'y a aucune structure, il n'y a aucune considération dans l'organisation du travail de la voix des travailleuses et des travailleurs sur comment organiser le travail, surtout pourquoi organiser ce travail-là, vers quoi devons-nous orienter les efforts qu'on va faire là, tous les jours au quotidien. Et ça s'est vu dans le réseau de la santé où on leur a dit, faites ça, faites des heures supplémentaires, ne posez pas de questions, vous êtes des anges gardiens. Merci beaucoup. Dans le réseau de l'éducation, pour la plupart, le sentiment que l'éducation a pris le deuxième rang et que dans le fond, les écoles, c'est une garderie d'État qui permettent de libérer les parents, particulièrement les mères, pour pouvoir aller travailler et que la roue de l'économie continue de fonctionner. Donc, c'est extrêmement important. Puis je vous dirais même, et là je ne prendrai pas la défense des cadres intermédiaires, la structure autoritaire qui s'est abattue là, et qui est encore présente est tellement forte et en fait partie de la restructuration des services publics. J'en passe la nouvelle gestion publique, gestion de la performance, que je voudrais même que les cadres intermédiaires et les directions d'établissement ont été écartés des décisions.
Hein, en tant que parent, moi, je recevais des courriels dubitatifs de ma directrice d'école qui disait « Je ne sais pas ce qui se passe, je suis désolé, nous attendons les consignes du ministre pour les classes. » Donc, il y a vraiment un enjeu important qui va au-delà de la crise sur la démocratisation du travail. Sur le sens du travail aussi, quand je parle de la démarchandisation, c'est vraiment important de redonner des objectifs autres que la rentabilité ou l'économie au travail. Et je pense que ça va toucher, là, pour faire la synthèse, ça va toucher à la dépollution. Je pense qu'une des raisons pourquoi on écarte les travailleuses et les travailleurs de la consultation sur le sens et les objectifs du travail, c'est qu'on les amènerait ailleurs que la simple production de profit ou de la simple économie, et on irait plutôt sur un sens beaucoup plus large et probablement éloigné là, de tout ce qui produit de la pollution. Je ne sais pas si mon temps est cool, mais ça doit. On va dire 30 secondes. 30 secondes. J'ai ma grosse question, par contre. Il fallait faire une question. J'en ai une grosse. En fait, le manifeste amène des objectifs là, qui ne sont pas nouveaux. C'est des objectifs centenaires du mouvement ouvrier, du mouvement syndical. Et là, je sais que je n'ai pas encore lu le livre. J'espère que ça y est. Mais la grande question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Quels sont nos nouveaux moyens d'action? Est-ce qu'on a développé, est-ce qu'on a vu apparaître à travers cette crise-là des nouveaux rapports de force qu'on peut utiliser, qu'on peut mobiliser? Ils sont apparus plus fortement. Est-ce qu'il y a des nouvelles pistes d'action? Donc là, ça, c'est la question à 10 millions de dollars. Merci beaucoup, Pierre-Antoine Harvey. Une série d'observations très, très riches et qui vont sûrement provoquer des réactions de nos intervenantes du départ, ainsi que des personnes, des quelques 120 personnes qui participent à cet échange. Je passe tout de suite la parole à José Lamoureux. Il n'y a plus question de briser la glace, José. On est dans une réaction en brut. Comment, José Lamoureux de la CSN, comment vous entrevoyez ce manifeste à la lumière de ton expérience, de celle de la Confédération des syndicats nationaux et de ses adhérentes et adhérents? Si je peux me permettre, là, avant de commencer, là, je voudrais d'abord vous remercier de nous avoir invités. Je voudrais quand même vous dire aussi que la CSN, bon, on aime dire là, à la blague qu'on est présent du berceau au tombeau parce qu'on est dans des cimetières, des salons funéraires, puis on est aussi dans le secteur de la santé, des services sociaux. On présente des infirmières, préposés aux bénéficiaires, des professionnels. On est dans le monde de l'éducation, professeurs d'université, cégep, au niveau des soutiens, au niveau primaire, secondaire. Donc, puis on est dans le secteur privé, on est dans la majorité des secteurs, dans la plupart des secteurs économiques, là, autant dans les services, commerce, etc. Donc, on est pas mal partout. Fait qu'on on est confronté à différentes expériences. En fait, mes réactions, bon, je vais essayer de les prendre dans l'ordre, la démocratisation, démarchandisation, puis des pollutions. Je veux dire que j'ai été agréablement emballée, je dirais, surtout que ce soit une initiative de femmes. Là, ça, je pense que je tiens à le souligner, parce que j'avais vu un article, justement, passer en disant que je pense que c'était quelqu'un qui s'occupait d'une revue universitaire et qui constatait qu'il n'y avait plus de propositions d'articles venant de femmes professeurs, et ça m'avait beaucoup troublée, puisqu'on présente aussi des mais ceci dit, je vais y aller en vrac pour vous dire aussi qu'on est en train présentement de faire une consultation parce que normalement, le congrès devait avoir lieu au mois de mai. En raison de la pandémie, il a été reporté. Donc, il va se dérouler là, en virtuel au mois de janvier. Puis on a décidé de faire une tournée de nos syndicats. Puis je peux vous dire que c'est assez difficile ce qu'ils vivent en ce moment.
beaucoup de détresse, ils ont même des difficultés à faire vivre, même l'organisation syndicale, tellement là, il y a des difficultés à ce niveau-là. Ils gèrent beaucoup de problématiques de santé-sécurité, mais comme je disais, de problèmes de santé psychologique aussi. Donc, il y a une espèce de désarroi et les milieux de travail, bon, vous êtes au courant, ne sont pas différents de la société. Fait que dans les milieux de travail, ils ont à gérer aussi des gens qui ont très, très peur d'attraper le virus, d'autres qui n'y croient pas du tout, donc qui n'appliquent pas les mesures sanitaires. Donc, ça crée une situation assez difficile. Fait que ça, c'est pour vous donner un petit peu le portrait de la situation. Fait que si je le prends dans les 3 axes là, du manifeste, au niveau de la démocratie, j'ai trouvé ça assez intéressant et j'aime bien l'idée, les investisseurs au travail. J'aime bien dire que c'est pas parce qu'on a un capital qu'on crée nécessairement la richesse. On met 1 million dans un champ puis il se passera rien. Donc, on peut amener du capital, mais ça prend du travail. J'aime bien l'idée de le rappeler, même si c'est trop souvent, je trouve, ignoré. Donc, j'aimais cette idée des investisseurs du travail qui doivent avoir leur mot à dire. Cela dit, au-delà, puis je trouve ça intéressant, mais peut-être qu'au Québec, on est loin du compte, en tout cas comparativement à l'Europe, où il y a des conseils d'entreprise et tout ça, les décisions par rapport aux grandes orientations, je dirais, de stratégie d'investissement des entreprises, puis tout ça. Moi, je suis plus préoccupée à essayer de négocier ou d'impliquer les gens plus dans leur quotidien au travail, dans l'organisation du travail. Puis on parle beaucoup de formation professionnelle en ce moment, s'assurer que les travailleurs puissent y participer. C'est quand même incroyable qu'à ces niveaux-là, on a de la misère à faire accepter que les travailleurs devraient avoir leur mot à dire, être impliqués dans les programmes de formation, dans la détermination des besoins de formation, etc. Donc, dans ce sens-là, moi, je vous soumets l'idée, mais moi, je suis en train de réfléchir pour notre congrès. Il y a ce qu'on appelle l'éco-conditionnalité, mais est-ce qu'on ne devrait pas avoir des démo-conditionnalités dans le sens où quand on donne de l'argent pour de la formation, obligé qu'il y ait une participation des travailleurs. Quand on donne de l'argent pour des investissements dans de nouvelles technologies, est-ce qu'on ne devrait pas obliger d'impliquer les travailleurs qui vont être... en tout cas, qui vont être au cœur de ces changements de processus-là. Donc, on n'est pas là, mais je pense que c'est des idées qu'il faut pousser. Et j'en profiterai pour faire une petite parenthèse. C'est une question que Grégoire posait, mais je vous la relance. Moi, je suis assez troublée de voir avec l'intelligence artificielle, j'appelle ça une espèce de tendance peut-être à une dépossession du travail qui m'apparaît assez inquiétante. Puis on peut penser même à des professions là, très qualifiées comme des radiologues, là, où c'est maintenant des logiciels qui vont déterminer, qui vont donner le diagnostic, puis quel va être leur rôle. Donc, toute cette perte-là d'expertise ou ce sentiment d'une perte d'expertise, de jugement sur la qualité du travail. Et là, je rejoindrais... je dois être Pierre-Antoine sur cette idée du sens du travail, sur la possibilité d'avoir son mot à dire et surtout de ne pas être dépossédé de cette capacité-là. Ça, moi, je trouve ça assez troublant, en tout cas, ce processus-là avec les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle. Et pour moi, ça va avoir un lien avec notre capacité de la démocratie au travail. Fait que ça, c'est... un peu la question que je m'étais posée. Puis l'autre question aussi, c'est que, bon, à la CSN, on présente, comme je disais, beaucoup de lieux de travail, mais on a des très, très petits syndicats. Ça m'apparaît toujours aussi plus compliqué dans les unités de petite taille, même de faire vivre le syndicat, mais de pouvoir avoir une réelle participation puis une prise là, quand les milieux de travail sont petits, sont de plus en plus fragmentés. Puis qu'est-ce qui va arriver avec le télétravail? Ça va rendre encore la création de collectifs encore plus difficile au-delà de l'accès à la syndicalisation. Donc, comment on va pouvoir gérer ces aspects-là? Ça m'apparaît assez difficile. Sur la démarchandisation, mais là, je vais faire amende honorable. Au début, je l'ai vu parce que moi, j'ai été très troublée dans la première phase de la pandémie, puis j'aimais bien cette idée-là. Bon, il y a eu des gros problèmes au Québec au niveau des CHSLD, mais dans les centres d'hébergement privés aussi. Puis je me dis, on doit penser aussi de démarchandiser ou de déprivatiser les soins de santé qui, tranquillement, ont glissé vers le privé.
Sinon, l'autre réaction que j'ai eue, puis c'est peut-être en entendant plus Adèle, c'est, puis j'étais un peu comme Grégor, au début, quand le gouvernement du Canada a mis en place la PCU, qui était quand même un niveau de revenu assez intéressant, là, 500 $ par semaine, en tout cas bien au-delà de l'aide sociale, qui est à peine de 700 $ par mois. J'ai trouvé ça intéressant, sauf que très vite, quand il y a eu le déconfinement, très vite, on a trouvé le bon vieux discours économique de l'incitation au travail. Donc, c'est quoi notre capacité à améliorer là, la rémunération puis tout ça quand on entend toujours cette idée-là de l'incitation au travail. Donc, ça reste pour moi... Vous êtes dans les 30 secondes. Ah, déjà? Bien, Oui. sur la reconversion industrielle, puis la transition juste, on y est, on travaille là-dessus, puis j'aime bien dire aussi qu'il faut le faire, puis on a la chance de la planifier parce que le système capitaliste détruit à tous les jours des emplois, puis là, on n'a pas notre mot à dire, mais on peut le planifier. Mais il y a quelque chose qui rend quand même la chose difficile, même s'il y a une garantie d'emploi. En tout cas, au Québec, ça peut être très coûteux perdre son emploi, même si on garantit un emploi, parce qu'il y a beaucoup d'avantages qui sont rattachés à un employeur et qui ne sont pas universels. Que ce soit en termes d'un régime de retraite où on tombe dans un autre emploi où on n'a pas tout ça. Fait que c'est des enjeux que je trouve avoir en tête pour convaincre le monde d'aller vers cette transition nécessaire. Puis sinon, je vous poserai la question, vous, quel rôle vous voyez aux organisations syndicales, puis quel rôle vous voyez pour faire avancer le projet, au gouvernement aussi, je trouve qu'il est un acteur quand même important. Fait que je m'arrêterai là, Grégoire. Merci beaucoup, José. Et nos intervenants de départ sont si heureux d'avoir des questions si simples, si limpides posées par nos intervenants. Jonathan Vallée-Payette, c'est pas drôle d'être le dernier et c'était la même chose à l'école primaire avec un nom qui commence V. Vous êtes arrivé en dernier aussi. Rien de nouveau. C'est la discrimination alphabétique. Comment vous réagissez, Jonathan, à partir de la perspective de l'FTQ et de vos propres expériences au manifeste? Oui, merci beaucoup pour me rappeler mon primaire. Donc, je sentais connu. C'est pas facile de briser la glace, c'est pas facile de la refaire à la fin, j'imagine. Et donc, moi, à la FTQ, au service de la recherche, j'ai été embauché une semaine avant le confinement. Et donc, je rigole un peu en disant que c'est pour ça qu'on m'a confié le dossier du télétravail, parce que c'est essentiellement tout ce que je connais depuis que je travaille là. Et que s'il s'agit d'une initiation, c'est correct, ça va. Mais pour revenir un peu sur l'expérience de la FTQ et mon expérience à la FTQ aussi et avant, en fait, dès que j'étais embauché à la FTQ, le confinement est arrivé, la pandémie est arrivée, et on a été tout de suite submergé par un nombre, j'allais dire incalculable, mais calculable, on l'a calculé, là. Mais il y a eu des dizaines de milliers de messages de la part de membres qui étaient inquiets ou inquiètes ou qui avaient perdu leur emploi. Et peut-être la moitié des messages qu'on recevait quotidiennement étaient aussi le fait de travailleuses et de travailleurs qui n'étaient pas syndiqués, qui cherchaient absolument des réponses à leurs questions. Et on faisait vraiment de l'intervention psychosociale jusqu'à un certain point. Et là, j'avais pris des belles notes. J'avais comme pris 3 pages de notes. Je suis rendu à je commence à la page 3. Là. Mais je rejoins en ce sens-là les propos d'Adèle sur les mesures de soutien du revenu aux travailleurs et aux travailleuses. En fait, les gens communiquaient avec nous parce qu'au début, au mois de mars, avril, mai, c'était plutôt chaotique. Les mesures se contredisaient d'une journée à l'autre, étaient incompréhensibles. Et donc, les gens nous posaient des questions sur notre interprétation de telle ou telle mesure de soutien au revenu. Et bon, ça allait, on arrivait à répondre à ces questions-là. Mais rapidement, puis c'est là que je rejoins les propos d'Adèle aussi sur la démarchandisation, c'est qu'on était pris avec la honte de travailleuses et de travailleurs qui perdaient leur emploi, qui se disaient, bon, ben j'ai fait tant de sacrifices pour mon employeur, dépendamment du milieu d'emploi, j'ai travaillé des heures supplémentaires la fin de semaine, j'étais mal payé, mais bon, j'essayais
bien gagner ma vie, puis de participer à une entreprise que j'aimais ou pas, là, mais en tout cas de participer à quelque chose, et tout d'un coup, je me retrouve avec plus rien. Et donc, on se retrouvait avec beaucoup de détresse psychologique de la part de personnes qui avaient senti, qui soit avaient fait des sacrifices, ou en tout cas, soit sentaient qu'ils avaient collaboré à un projet qui, au final, leur donnait rien, et qui était pris aussi avec je veux dire, 40 ans de discours néolibéral, à le fait que si vous ne travaillez pas, c'est votre faute, vous ne contribuez plus, bon, etc., etc. Et donc, immédiatement, c'est la première chose auquel on a été confronté avec cette pandémie-là, c'était vraiment des problèmes psychosociaux liés à la honte d'avoir perdu son emploi, liés à la honte de ne plus être un salarié, de plus avoir le sentiment de contribuer à une société, alors que c'était pas tout à fait le cas. Mais donc les 3 premiers mois, c'est comme ça qu'on l'a vécu, peu importe le milieu de travail, je dois dire. Là. Chaque milieu avait ses variantes, là. Et il y avait beaucoup de gens qui communiquaient avec nous en disant « Je vous écris au nom de mon conjoint, je vous écris au nom de ma conjointe ou de quelqu'un qui n'ose pas trop vous avouer, si on ne les connaissait pas, qu'ils ont perdu leur emploi ou qu'ils vivent des difficultés. » Et donc, ça nous a fait réfléchir sur la place justement du travail dans la société, au-delà de la simple prestation de travail. Puis c'est là où je trouve que le manifeste apporte une perspective qui est essentielle sur la démarchandisation et la démocratisation du travail. Quelle est la place d'une travailleuse ou d'un travailleur dans son entreprise ou dans la société? Quel est un emploi ou non? Et d'ailleurs, je fais une parenthèse aussi, ça me fait penser un peu, en lisant les documents de préparation, je voyais une critique adressée aux auteurs et autrices du manifeste à l'effet que c'est une démarche d'intellectuel pour les intellectuels. En fait, moi, ce que je trouve intéressant de l'activité d'aujourd'hui, c'est que les intellectuels sont des travailleuses et des travailleurs comme tout le monde qui sont dans un champ particulier et qui, tant mieux s'ils s'intéressent au monde du travail, parce que le monde du travail, c'est le monde de la vie quotidienne, c'est le monde de la vie de tous les jours. Et donc, et c'est ce qu'on cherche comme syndicaliste, de faire en sorte que les travailleuses et les travailleurs s'intéressent au travail au sens large, justement, à la place qu'ils doivent prendre dans l'entreprise, dans la société, etc. Donc, je trouve que ça rejoint un peu ce que Isabelle disait au début par rapport au service à la société. Je trouve qu'en ce moment, vous nous rendez un très grand service parce que comme je disais, en me préparant à la rencontre, je revenais un peu sur le début de la pandémie. Et j'avais toutes ces discussions-là avec des travailleuses et des travailleurs qui avaient perdu l'emploi, qui avaient un sentiment de honte. Et je me disais, nous, à ce moment-là, quand on recevait ça, on était vraiment là, le nez dedans. Là. Et donc, ce que le manifeste a le mérite de faire, c'est nous apporter de la perspective sur non seulement notre travail, mais la contribution des syndicats et des travailleurs et des travailleuses à la société en général, et aussi pour préparer ce qui s'en vient. Par rapport à la démocratisation aussi, on le voit en ce moment, un des problèmes qu'on vit, c'est que entre les centrales syndicales, on se concerte, on discute, on aboutit à des documents, entre autres un document sur la relance qu'on a rédigé tous et toutes ensemble, dans lequel on dit, peu importe les mesures qu'on va prendre pour la relance économique et pour l'après-COVID, ce qu'il faut absolument qu'il se passe, c'est que il faut qu'il y ait une concertation entre les entreprises, entre les syndicats et entre les travailleurs qui ne sont pas syndiqués. Il y en a beaucoup qui ne sont pas, il ne faudrait pas les oublier non plus. Et là, on se rend compte que, là, je vais parler pour le Québec. Ça, c'est 1 minute, ça? Oui. OK. On se rend compte de ce qui se passe au Québec. En tout cas, les instances de relance, les comités régionaux de développement économique, là, ou en tout cas, un nom synonyme de ça au Québec, il n'y a que les entreprises qui participent à ça. L'ancien gouvernement avait aboli les centres locaux de développement où les gens de la société civile pouvaient au moins avoir l'air de participer. Là, on vous le dit, vous ne participez pas. Bon. Alors, ça, c'est un problème. Et je vais terminer mon intervention en relançant un peu la même question que Pierre-Antoine a lancée, c'est comment on fait maintenant pour concrétiser ce qu'on souhaite voir et ce que le manifeste propose aussi.
Parce qu'en face de nous, ils se préparent déjà, leur boîte de com, ils vont déjà, si vous ne travaillez pas, ben, tant pis pour vous. Puis la PCU, ça coûte cher, etc., etc. Dans le secteur public, on le voit bien. Dans le secteur privé, on vous dit, ben, vous allez travailler de chez vous. Puis si vous allez travailler, c'est tout. Là, peut-être qu'on va revoir nos effectifs aussi. Donc, eux, en face de nous, ils se préparent. Et donc là, ça nous rapporte, ça nous ramène peut-être un peu sur le terrain, sur le plancher des vaches, c'est-à-dire c'est quoi notre rapport de force? Une fois qu'on a discuté entre nous, qu'est-ce qu'on fait? Et voilà, je vais arrêter là parce que... Superbe, merci. Et tout le monde voit qu'on était très choyés d'avoir ces 4 intervenantes, qu'on remercie chaleureusement de la pertinence de leur observation et la simplicité de leurs questions. À titre de rappel, 3 organisations collaborent pour assurer cette activité au-delà des personnes qui ont mis de l'avant le manifeste. Il s'agit de l'Institut Carl Polanyi. Alors tout de suite, on voit le lien avec la démarchandisation, hein, qui est l'auteur phare pour la démarchandisation. On voit aussi l'axe Industrie 4, travail-emploi de l'OVIA. Et ça, c'est justement cette question de transformation numérique. Et on voyait dans les questions posées ou les observations, dignité d'Adèle, sens du travail de Pierre-Antoine et proposé par José Lamoureux sur l'impact et la dépossession du travail par les transformations numériques. Et puis enfin, il y a le projet de partenariat CRIMT sur l'expérimentation institutionnelle et l'amélioration du travail. Et ça, c'est toute la notion de quoi faire. Et je voyais en arrière-plan une discussion sur le chat qui disait à Isabelle, mais en effet, Isabelle, est-ce que votre objectif n'est pas trop modeste? Pourquoi moitié-moitié entre travailleurs et capital quand les travailleurs accomplissent beaucoup plus encore? Mais Dominique Méda répond, mais il y a aussi ce que Eric Olin Wright appelle des utopies concrètes et ça, il faut les saisir et en plus le sens de l'expérimentation et la compréhension de cette expérimentation qui se passe actuellement dans les industries, les entreprises, les milieux de travail, c'est de comprendre quels sont les types d'expériences qui produisent un travail qui est meilleur et non pas pire, et meilleur dans le sens de combattre le risque, d'assurer la dignité, le contrôle et l'autonomie, et d'assurer une expressivité et la possibilité de s'exprimer et de s'épanouir au travail. Alors là, ces idées sont beaucoup inspirées par les personnes qui ont contribué au manifeste aussi. On a à peu près 15 minutes. Je cherchais à aller trouver plusieurs des commentaires sur la conversation de la réunion. Une chose étonnante à propos de ce chat, c'est parmi les personnes les plus actives, ce sont nos intervenantes de part et d'autre. Alors, on voit qu'elles sont habituées de multitâches. Elles peuvent intervenir et négocier les médias sociaux en même temps. Certaines sont plus traditionnelles. Je ne peux pas marcher et mâcher de la gomme en même temps. Quelles sont vos réactions? Dominique Méda, Isabelle Ferreras, Adèle Blackett, et on a vu où il y avait des questions sur le sens du travail, les transformations numériques, et surtout est revenu de manière incessante. Que faire? Quel est le rôle pour les syndicats? Quelles sont les priorités? Comment faire avancer ce projet? Alors, peut-être pour amorcer, vous pouvez répondre, et si les gens veulent poser des questions, à les poser dans la conversation de la réunion et on va les rediriger. À qui tu donnes la parole? À la personne qui veut bien le saisir. Ok. Alors, quelques réactions très rapides comme ça. Merci infiniment pour vos 4 interventions passionnantes. Donc, je fais des petits, et je vais vite. Il n'y a pas de raison qu'on ait plus la parole que vous, franchement. Petit 1, c'est intéressant, dans le chat est revenu beaucoup l'idée que, attention, on est peut-être un peu trop
la théorie, il faut qu'on, voilà, ça peut être une des réponses, hein, c'est qu'on constitue une cause commune avec vous, entre les universitaires, les gens dans les syndicats, le mouvement syndical, les associations, et notamment les associations qui portent la question écologique. Voilà, là, il faut qu'on constitue une cause commune pour être suffisamment fort, parce que, comme vous l'avez dit aussi, la Covid a bon dos. On est en train en ce moment de liquider des tas d'entreprises et des tas de droits fondamentaux au travail grâce à la Covid. Moi aussi, j'ai pensé au tout début du confinement, du premier confinement. On a un humoriste en France qui nous a fait un truc à hurler de rire, qui parlait du 23e confinement, au 24e confinement, au 25e confinement. C'est horrible. Bref, je vous enverrai le lien. Donc, au début du confinement, moi aussi, j'ai pensé qu'à la fois, on allait pouvoir penser le monde d'après et puis que les syndicats allaient peut-être retrouver vraiment de la vigueur, parce que les gens, ils se posaient des tas de questions sur le droit de retrait, quand est-ce qu'ils avaient le droit de ne pas aller au travail, comment demander des protections, etc. Et puis, je ne suis pas sûre que ça ait beaucoup continué. J'ai été aussi dans toutes vos interventions très intéressée par ce que Pierre-Antoine a dit sur le travail, et notamment, alors là en ce moment, moi je suis des collègues et souvent des amis qui sont dans l'hôpital. Ça fait 1 an qu'ils se battent comme des fous. Bien avant la Covid, ils demandaient des renforts d'effectifs, ils attiraient l'attention sur leurs conditions de travail. Il y a une perte d'attractivité de l'hôpital public invraisemblable, et malgré ce qui s'est passé et malgré leur héroïsme là, on a fait un petit Ségur de la santé où on leur a donné un peu plus, mais on a l'impression qu'on n'a pas pris la mesure de ce qui se passe dans l'hôpital, et que nos gouvernements n'ont absolument pas fait les investissements nécessaires. Et j'ai énormément apprécié aussi ce qu'a dit José sur la dépossession du travail. Alors, avec des collègues, on travaille depuis plusieurs années sur les travailleurs des plateformes, Uber, Deliveroo, etc. Et il est en train de se passer là des choses, je suis d'accord avec vous, fondamentales. On est en train de détricoter le droit du travail par là. Notre gouvernement résiste complètement à intégrer, ce que nous soutenons nous, à intégrer les travailleurs des plateformes dans le code du travail. Non, notre gouvernement soutient des facultés d'autorégulation par les entreprises Uber, Deliveroo et compagnie. Donc, il y a vraiment une lutte là, et ils sont en train de gagner la lutte, les Uber et compagnie, au nom de l'emploi, hein, la fameuse cause de l'emploi, tu parles. Et cette idée de dépossession, elle est beaucoup plus large que les seuls travailleurs des plateformes, parce que c'est l'ensemble du numérique qui nous pose question, hein. Dire la manière dont un certain nombre de travailleurs dans les entrepôts, mais aussi les postiers, sont guidés maintenant par du management algorithmique. C'est épouvantable. Donc, Grégor, tu nous disais à un moment, tiens, il faudra que vous réfléchissiez à la question de savoir ce que vous n'avez pas assez développé dans le manifeste. Bah cette question du numérique et de la dépossession par le numérique, c'est quelque chose qu'il faut absolument qu'on reprenne ensemble, parce que c'est terrible. Je dis un dernier mot. Ma crainte énorme, c'est un scénario noir avec du télétravail, beaucoup de télétravail, des entreprises qui vendent leurs bureaux, des salariés qui ne peuvent plus se voir, et puis peu à peu, à la place du contrat salarial, un contrat commercial et une mise en concurrence des travailleurs dans le monde entier pour presque la totalité du travail. J'ai très très peur de ça, d'une plateformisation et d'une tâcheronisation du travail. Merci Dominique, et on va passer la parole à Adèle et Isabelle. Je note en même temps qu'il y a des gens qui font des commentaires, et en particulier, il y a Mathieu qui fait un plaidoyer pour des exemples positifs où on a pu servir de ce contexte comme levier de négociation, je présume, pour améliorer des choses. Alors là, si jamais vous pouvez l'intégrer, il y a beaucoup de demandes à votre égard. Et je dis aux intervenants syndicaux que vous aurez un dernier mot aussi. Alors, à penser à l'idée que vous aimeriez mettre de l'avant. Adèle, Isabelle, vous voulez, on a beaucoup posé les questions. What is to be? Donc, merci beaucoup aux 4 intervenants. J'ai trouvé les commentaires extrêmement riches et passionnants. Je ne pourrais pas passer partout, mais j'aimerais souligner et commencer par Pierre-Antoine a mentionné le caractère d'objectif centenaire évoqué par le manifeste. Et
je ne pouvais pas passer sous silence le fait que ces objectifs ressortent de l'Organisation internationale qui vient de fêter son centenaire, l'Organisation internationale du travail. On les trouve dedans depuis 1919. Le travail n'est pas une marchandise. On donne du concret à l'idée qu'il n'y a pas de paix sans justice sociale. Et nous traversons un moment où nous réfléchissons, où nous sommes appelés à réfléchir sérieusement à ce que ça veut dire dans le concret. Des fois, la critique de l'OIT, c'est justement qu'il y a trop de concret et les gens perdent les grandes lignes qui unissent cette vision. Donc, il n'y a pas un manque d'outils, mais c'est de communiquer de façon à ce que les gens voient franchement que notre monde est possible. Et c'est pourquoi cette réflexion sur la structuration, Neil l'a très bien dit dans son exposé au début, que l'idée d'offrir un cadre pour réflexion, à mon avis, ce n'est pas un cadre complet, mais ça va très loin, pousser des réflexions en se basant sur des recherches qui sont enracinées dans certains contextes et qui peuvent alimenter des réflexions dans d'autres contextes, y compris notre contexte au Québec. Et donc, quand Pierre-Antoine a évoqué cette penchant vers la gouvernance par décret, je dis absolument, il faut pouvoir, comme beaucoup ont fait dans ce contexte, mettre en question cette consolidation d'une mode de gouvernance fondamentalement antidémocratique. Comment est-ce qu'on peut saisir cette critique qui vient du terrain, ça vient des enseignants qui savent, eux, comme vous avez dit, ils sont devenus des gardiens pour permettre aux personnes, surtout des femmes, d'aller au travail. Comment mettre ça en relief? J'aimerais souligner à la fois quelque chose qui n'est pas assez discuté, mais qui offre aussi, disons-le, un exemple d'action positive dans ce contexte. Pour moi, ce qui n'est pas assez discuté dans le manifeste, c'est tout le volet reconstruction. Et j'utilise ce mot de façon très intentionnée. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas de proposition de reconfiguration d'entreprise et d'emploi, d'action étatique différemment, mais je pense qu'il y a un élément de base qu'on n'a pas déblayé assez, et c'est les structures de profonde inégalité dans lesquelles œuvrent les travailleurs dans le sud global, les travailleurs racisés, le sud dans le nord, comme certains le caractérisent, et qui, sans aborder ces questions, sans penser, comme fait d'ailleurs la Confédération syndicale internationale, une protection sociale globale, nous allons retomber dans ces modes de conception du travail commodifié, sans démocratie au travail et sans réel souci à l'environnement. Et donc, il y a un approfondissement critique et dans ce sens, le milieu du travail nous dévance dans ces réflexions, mais il faut concevoir le milieu du travail plus large. Donc, c'est un bon exemple. Ici au Québec, quand le gouvernement a utilisé le langage d'ange gardien, qu'est-ce qu'on fait des mouvements sociaux? Hoodstock en particulier avec Will Prosper, Fabrice Ville, chroniqueur à la presse, ils ont mis de l'avant ces personnes qui faisaient ce travail et ils ont mis l'emphase sur le fait que plusieurs n'avaient été demandeurs d'asile, n'avaient pas de résidence permanente, et a vraiment poussé
ce volet et ont insisté pour qu'on change le cadre aussi. Ils sont prêts à mourir pour cette société, surtout dans les CHSLD. Que devrait notre société faire pour eux? Et ils ont eu une certaine réussite, ça a été réduite, mais il y a eu une reconnaissance de la capacité de ces personnes d'accéder à la résidence permanente. Le mouvement syndical ne devrait pas être séparé de cette revendication. Merci, excusez-moi, et ces observations si importantes. On va donner le mot de la fin à Isabelle Ferreras, mais avant de le faire, je vais demander d'abord à Jonathan et puis ensuite à José et ensuite Pierre-Antoine et à Neil si vous avez une dernière observation. Et libre à vous, micro, Jonathan. Oui. C'est une dernière observation. Je remarque le paradoxe. On a parlé de Uber, entre autres, et de toutes ces entreprises-là. C'est quand même paradoxal de voir que ces entreprises-là se disent de l'économie collaborative. Alors que la raison pour laquelle il y a un paquet de travailleuses et de travailleurs qui se retrouvent à travailler pour ces entreprises-là depuis la pandémie, ça m'a été révélé dans une rencontre que j'ai eue avec un syndicat affilié récemment où on parlait de l'impact du télétravail. Eux, ce syndicat-là représente beaucoup des femmes qui travaillent dans les chambres d'hôtel, dans les cafétérias, dans les tours à bureaux. Ils disent, nous, il n'y a plus de travail. Le télétravail, c'est plus de travail pour nous parce qu'il n'y a plus rien à nettoyer, il n'y a plus rien à faire. Et ces travailleuses-là qui ne travaillent plus dans un milieu syndiqué se retournent vers ces entreprises-là comme Uber et d'autres services de livraison, etc., dites d'économie collaborative, alors qu'ils se retrouvent là parce qu'ils ne sont plus dans un emploi syndiqué qui leur permet d'avoir une voix au chapitre. Donc, je pense qu'il y a des mythes, à défaire et effectivement, le travail de Fabriceville et Will Prosper a été essentiel en ce sens-là. D'ailleurs, pas plus tard que hier ou avant-hier, il y avait d'autres reportages dans la presse sur les travailleuses et les travailleurs, pour la plupart immigrants, qui se retrouvent dans des banques alimentaires à cause de la pandémie. Et donc, tout ce travail-là de mise au jour des contradictions de la société est absolument essentiel. Puis, la pandémie a aussi accéléré certaines réflexions que le mouvement syndical avait déjà. Entre autres, moi, je regarde à la FTQ l'importance qu'a pris la réflexion sur l'antiracisme depuis le début de la pandémie, grâce, entre autres, au travail de Will Prosper, Fabriceville et de nos syndicats qui représentent beaucoup de gens dans ces milieux qui ont dit c'est pas parce qu'ils sont techniquement membres qu'on va cesser de les représenter ou de représenter leur réalité. Puis ça me fait penser aussi, là je vais terminer dans le comment. Je pense que les syndicats, du moins au Québec en tout cas, ont quand même encore une certaine force de frappe et qui peut déborder de la simple négociation de conventions collectives. On pense à l'appui à des campagnes comme le salaire minimum. Malheureusement, on ne l'a pas eu aussi vite qu'on voudrait, le salaire minimum à 15 $, mais le salaire viable demeure encore une campagne qui est absolument essentielle. On a eu quelques succès quand même avec l'amélioration des retraites publiques, même si ce n'est pas tout ce qu'on voulait. Et ça, c'est des gains qui bénéficient à tout le monde, même ceux qui ne sont pas syndiqués. Donc, je pense qu'il y a ces enjeux-là aussi ces batailles-là qu'on doit mener pour l'ensemble des travailleurs et des travailleurs, pas uniquement celles et ceux qui sont syndiqués. Merci beaucoup, Jonathan, qui a eu sa douce revanche des V dans l'alphabet. José, Pierre-Antoine, Neil, il faut simplement vous demander une dernière observation, une dernière idée. Je pense qu'on en a parlé beaucoup, mais pour moi, la démocratie, ça doit aller aussi par une prise de parole sur les conditions d'exercice du travail, parce qu'on le sait, surtout quand on travaille avec des personnes. Si on a l'impression que le travail qu'on fait, on ne peut pas lui donner la qualité, le jugement sur la qualité, on ne peut pas en tout cas avoir une performance selon nos critères de qualité, c'est très souffrant. Je pense que c'est incontournable. Donc, la démocratie doit aussi passer par là, la possibilité d'avoir une prise sur les conditions d'exercice du travail. Puis le salaire ne peut pas compenser ces aspects-là pour moi, même si c'est Merci. Pierre-Antoine Harvey.
Merci beaucoup de l'invitation. Je cède mon temps à Neil. Neil, micro. Merci, Pierre-Antoine. Écoutez, la chose que je veux dire, je vais le dire en anglais, mais bon, vous allez comprendre, mais think outside the box. Je pense que c'est ça que les syndicats ont besoin de faire. Et je vais vous donner juste 2 exemples de qu'est-ce qu'on j'essaie de mettre sur pied. Puis Pierre-Antoine et Jonathan, on se connaît depuis longtemps, du sais-tu, je voulais juste le mentionner quand même. Et j'ai toujours fait ce genre de discours-là partout. Le leadership doit avoir la vision pour réfléchir les choses autrement. Et c'est là où est-ce qu'on se bute des fois à des obstacles. Et je vais vous donner un exemple. Faire de la représentation autrement. Donc, représenter des travailleurs qui ne seront pas légalement reconnus pour être représentés. On a des efforts qui ont été entrepris et à la CSQ et au TUAC et dans d'autres syndicats de la FTQ et de la CSN. Puis l'autre chose que je voulais dire, en ce moment, je suis dans des démarches, bon, on participe à des démarches de fermeture d'entreprises pour toutes sortes de raisons, entre autres intelligence artificielle, etc. Puis là, normalement, la loi prévoit des comités de reclassement avec des règles bien établies. Ce qu'on essaie de faire, c'est aller au-delà de ça, puis de trouver des façons de donner un panier de services à ces travailleurs-là, puis un accompagnement pour qu'ils puissent se replacer dans des emplois similaires ou se former davantage, etc. Tout ça, ça va être fait avec des gens qui ne sont pas nécessairement membres, mais c'est ce genre de proposition-là. J'ai milité dans beaucoup d'organisations. Ce que je trouve intéressant, c'est que en ce moment, j'ai le privilège d'être avec un leadership qui reçoit ça avec enthousiasme, qui a pensé à certains éléments avant même que je sois là. Donc ça va nous permettre d'aller plus loin. Fait que de l'audace, puis la capacité de réfléchir à l'extérieur des cadres établis, puis c'est ça qu'on a besoin de faire. Donc, voilà. Merci et Neil répondent vraiment à cette commande aussi des exemples positifs. Isabelle, vous avez compris qu'on est au-delà du temps, mais on veut vous entendre pour quelques dernières observations et puis on passera la parole à Margie Mendel de nouveau. Bon, merci beaucoup. Merci d'abord à chacun et chacune pour toutes ces contributions absolument passionnantes et je ne vais pas évidemment pouvoir interagir avec tout ce que vous avez dit qui méritait vraiment qu'on puisse poursuivre la discussion, mais j'espère qu'aujourd'hui ce n'est qu'une étape et que en particulier grâce au réseau du CRIMT, on va pouvoir continuer à se retrouver dans différentes activités qui mettront en discussion acteurs et chercheurs. En même temps, cette dichotomie, on le sait, n'est pas fondée puisque vous cherchez à comprendre et à agir et nous sommes aussi les chercheurs, aussi des acteurs de la société. Mais ce que peut-être je voudrais dire justement tourne autour de cet aspect-là. Je pense que s'il y a une contribution que nous avons essayé de faire au travers de ce qui est devenu un manifeste, c'est de pouvoir essayer d'articuler les idées d'une manière la plus claire possible. Et on le sait, quand on n'a pas les idées claires ou quand on n'a pas un cap clair, on est souvent, comme on l'est aujourd'hui dans des périodes de crise, noyé dans l'ensemble des choses sur lesquelles des fronts qui sont ouverts et comme le rappelait Adèle, l'ensemble des urgences sur lesquelles il faut absolument se mobiliser. Mais si on perd ce cap, effectivement, on a ce risque de se disperser. Et aujourd'hui, j'aimerais vous rappeler une phrase de Milton Friedman. Comme vous savez, Milton Friedman, c'est un intellectuel absolument essentiel du néolibéralisme. Il a obtenu le prix Nobel d'économie et il est au cœur du monde tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et sa pensée est au cœur du monde tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et voilà ce qu'il pensait justement du fait d'avoir des idées claires. Il disait la fonction fondamentale des scientifiques, donc de ceux qui essayent de réfléchir comme nous le faisons, c'est de développer des alternatives aux politiques en cours, les maintenir bien actives et disponibles jusqu'au moment où le politiquement impossible deviendra politiquement inévitable. Et donc,
la question de savoir comment justement nous allons agir, comment nous allons pouvoir, il y a eu plusieurs questions là-dessus, sur les nouvelles pistes d'action, c'était Pierre-Antoine qui en parlait, mais oui, ces principes sont anciens. Adèle l'a bien redit, combien nous n'avons en fait rien dit de nouveau, et en même temps, c'est comme si le XXe siècle nous avait quand même fort dispersés dans l'oubli de ces principes. Et évidemment, ce n'est pas Milton Friedman qui a défendu ces principes. Donc, nous devons nous rappeler de ces principes et nous devons effectivement organiser l'action pour qu'elle nous permette de tendre chaque jour un peu plus vers ces principes. Et là, l'expérimentation, comme le disait Grégor, et les utopies réelles, comme le disait Dominique, sont absolument fondamentales. Donc, dans le manifeste, il y a des principes, mais il y a aussi des voies d'action pour traduire concrètement le principe dans le réel. Et nous, les chercheurs, en tout cas, on sera ravis de continuer à s'engager, vous les acteurs, qui essayez de traduire dans le monde des principes sur lesquels on se retrouve. Ah, tu es coupé, Grégor, on ne t'entend pas. Ah, ton micro, Grégor, ton micro. Non. Je voulais simplement remercier Isabelle, mais surtout demander à Margie d'ouvrir son micro, c'est ce que je n'ai pas fait moi-même. Margie. Oh, je l'ai ouvert. Est-ce que vous m'entendez? OK. Alors, de rester silencieuse pendant cette conversation riche, stimulante et je dirais même urgente, ça c'était un grand défi pour moi, mais j'ai beaucoup de commentaires, mais je vois que le temps passe et j'ai lu les conversations sur le chat et le fait que vous avez eu cette capacité de multitâche, c'est extraordinaire. Mais seulement pour terminer, ce que ce manifeste soulève, et c'était bien évident aujourd'hui dans cette conversation, c'est les tendances on commençait avant, on est dans une période de transformation sociétale énorme dans le travail, dans la façon entreprendre, dans la façon de gérer nos vies quotidiennes et de respecter l'environnement. Et au cœur de ce que vous avez soulevé aujourd'hui et que nous avons soulevé ensemble, c'est l'importance d'avoir ce dialogue entre le monde académique et ici surtout le monde syndical, mais la société civile, l'économie sociale solidaire et sociale à travers le monde, qui fait beaucoup des avancées à cet égard. Les coops de travailleurs, on va entendre demain, il y a beaucoup de défis avec la relève, les PME qui se transforment, et ça c'était avant la pandémie. La fermeture, une grande menace pour des milliers de personnes qui vont perdre leurs emplois. Donc, les coops de travailleurs est devenu très important, les coops de plateforme pour contester l'ubérisation de l'économie numérique, etc. Donc, sans exagérer, mais je pense qu'ici au Québec, on a une tradition de ce qu'on appelle la concertation et une tradition de parler entre nous, les économistes, les gens dans les sciences humaines et sciences sociales, et même les facultés de business et de management. Ça, c'est très important, l'indisciplinarité, mais aussi d'aller sortir de nos institutions et de collaborer étroitement avec nos collègues dans la société civile. Seulement pour les Québécois, je veux seulement soulever aussi le Forum pour l'emploi qu'on a eu ici dans les années 80. Je pense que c'est le moment de repenser et d'élargir ça avec les associations, avec l'économie sociale, avec le mouvement communautaire, etc. Donc, il me reste seulement de vous remercier, Isabelle, Dominique, Adèle, pour avoir accepté. Je sais que vos horaires sont très, très chargés. C'était très généreuse de votre part.
À tous nos amis syndicaux, merci beaucoup pour participer dans cette stimulation, cette conversation très stimulante et importante. Je vous invite de revenir demain. On aura Isabelle qui sera avec nous encore demain et Julie Batilana aussi, et des intervenants importants dans le mouvement des travailleurs et travailleuses à travers le Québec, et aussi quelqu'un comme Gregor a mentionné qui représente les coops de travailleurs aux États-Unis. Dernier remerciement, Gregor, je veux seulement pour dire que c'est un plaisir de collaborer avec toi. C'était un projet qu'on a mené ensemble je pensais que le début, c'est une conversation à continuer. Et j'ai même pas mentionné Carl Polanyi, mais je trouve, on a soulevé plusieurs, mais Milton Friedman pour entendre qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, et Carl Polanyi pour avoir une analyse de ce qui se passe et l'importance de décommodifier les êtres humains qui est au cœur du manifeste. Alors, merci tout le monde et bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Et pour certaines, à demain, et pour les autres, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.